crois pas à la magie noire. Je ne crois qu'au pouvoir. Le reste de la carte avec Rusty en mode Gandalf le gris. Gandalf? Ouais, en mode Gandalf. T'as regardé quel Seigneur des Anneaux, toi, pour dire que ça ressemble à Gandalf, ça? J'ai regardé... Ok, bon, en mode Kraven le chasseur, voilà, Ouais. voilà, en mode Kraven le Ouais, chasseur. je reviens, j'ai pris un petit sanglier, là. Voilà, on va faire le tour de la main card, donc vous allez avoir droit à du Dominique Reyes, du Yair Rodriguez, du Jean Silva évidemment, et du Party de Paris. Oh, Paris de Paris. Oh, Allez, ça part. c'est parti. Ça part en capella. Générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépose 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. On va commencer donc avec Dominique Reyes, revenu d'entre les morts, Rusty, qui s'est imposé donc par KO face à Krylov. Je sais pas si ça fait les affaires de la catégorie Light Heavyweight, mais ça fait plaisir pour lui. Ouais, c'est ça, c'est... On a tellement l'habitude maintenant que Dominique Reyes, c'est pour nous, c'est synonyme de, tu sais, le mec qui a un jour peut-être battu John Jones, enfin en tout cas pas aux yeux des juges, et que depuis c'est un cauchemar sans fin. Bah, ça fait plaisir de le voir avoir un petit peu de joie. Alors en réalité, en fait, c'est là où c'est un truc de fou, c'est que on a cette image de Dominique Reyes au fond du trou. Il est quand même sur 3 victoires d'affilée maintenant, et en plus 3 par finition, si je crois. Ouais, c'est ça, et 3 par finition. Donc là, depuis ce fameux juin 2024 où il a signé sa victoire sur Jacobi par KO, il est quand même sur un gros run. Et là, je l'ai trouvé impressionnant contre Nikita Krylov, pourtant que je kiffe de fou. Mais le combat a été rapide, 2 minutes 25 c'était plié, et même avant de mettre ce magnifique KO, mais vraiment tu avais l'impression que c'était presque un copier-coller en termes de positionnement et tout, du KO de McGregor contre Aldo, c'était presque surréaliste. Et il y a même eu des angles de caméra où on avait l'impression de revivre un peu, tu sais, avec des skins différents en mode IA. Mais même avant ça, il était bien, il était mobile. C'est lui qui avait blessé Nikita Krylov et qui l'avait mis un peu sur des jambes en guimauve avec un jab bien appuyé. Et voilà, ça n'a pas duré longtemps. Les deux étaient, enfin voilà, c'était un combat disputé, mais en fait c'est difficile à dire quand le truc n'a duré que 2 minutes, mais les deux étaient pas mal. C'est juste que Reyes a par 2 fois trouvé le moyen de toucher durement, et la deuxième fois il a terminé le travail proprement. Donc ça fait plaisir pour Dominique Reyes, effectivement. Ça fait un peu plus, et puis mine de rien, il revient là dans la course au titre. Donc ça ferait plaisir en vrai. Oh non, Mais, non, ce serait terrible pour la catégorie. Disons, ça ferait plaisir pour lui, mais c'est Voilà. vrai que ce serait quand même terrible pour la catégorie. Et puis pour Nikita Krylov, là, C'est il son était, run, son lui, run depuis son retour, c'est ça, victoire-défaite, victoire-défaite. Ouais, alors il était quand même là sur 3 victoires d'affilée contre Gustafsson, Ozdemir et Ryan Spann. Donc là, ça fait chier parce que ça sonne quand même l'arrêt brutal pour une belle... Ouais, ça fait l'affaire de personne, hein, cette victoire. Enfin, tant mieux pour Dominique Reyes, mais c'est vrai en termes de UFC, c'est vraiment un marasme, cette catégorie light heavyweight, c'est assez terrible. Petite revanche Reyes-Blakovic. Ouais. Allez, petite revanche. Je voulais pas faire Blakovic contre qui? Je crois pas, parce que là, attends, là, ce qui se passe, donc, va y avoir Khaled Rountree contre Jamal Hill, donc en main event de l'UFC Azerbaïdjan, et sur cet événement-là, il y aura également, normalement, celui qui vient d'Azerbaïdjan, qui a perdu pour la deuxième fois contre Justin Gaethje. Fiziev contre Bahamondes. Ignacio Oui, je crois, Bahamondes. Ignacio. Ignacio. Donc, et puis donc, je sais pas ce qui va se passer pour notre gars sûr, et donc on enchaîne sur la carte. C'est quand même ouf d'avoir un UFC à Bakou, Azerbaïdjan quand même. Hein. Oui. Ils doivent rincer, il doit y avoir un milliardaire ou la ville ou le pays qui c'est ça. rince. Je pense que ça ne s'est pas fait à Bakou concernant les négociations. Non, oui, parce qu'il y a eu un post de l'UFC où ils annoncent, enfin, tu sais, il y a visiblement un des boss locaux qui a serré la pince de Dana White, donc voilà, c'est pas du tout pour le tourisme ou pour développer quoi que ce soit en termes de fans, non, ils ont rincé l'UFC. Mais bon, l'UFC ça peut être aussi pour le tourisme, hein, mais oui. Ouais, ça a l'air joli en plus. Ça a l'air joli, oui. La vie doit pas être très chère en plus. Bon, allez, vas-y. Les mecs vont essorer la meuf.
Donc on enchaîne les gars avec donc le combat qui était le main event du PUP, Jean Silva contre Bryce Mitchell. Les gars, il faut arrêter. Quand vous voyez un mec, vous voyez le nom de la team, c'est écrit Fighting Nerds, il va gagner, point barre. Quelle victoire de Jean Silva qui là commence vraiment à taper en mode prochain contender, potentiellement ça peut être moi. Ah bah parce que là, vraiment, il y avait l'inconnu de bon, en striking, il fait flipper absolument tout le monde, mais qu'est-ce que ça donne en MMA total face à quelqu'un qui fait du vrai MMA à très 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 haut niveau? Eh ben, c'est tout aussi facile pour lui. Vraiment, c'est terrifiant parce que tu avais l'impression que Jean Silva faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Et malgré le fait qu'il a quand même été mis au sol quelques fois par Bryce Mitchell, qui a bien combattu Bryce Mitchell, hein. Enfin, il a peut-être été un peu hésitant sur les phases de striking, mais a raison. Enfin, bien évidemment que fallait pas s'engager, la fleur au fusil et n'importe comment face à un mec qui, s'il te touche, t'as l'impression qu'il te commotionne. Donc, il est resté très à distance. Il est resté avec ses kicks, beaucoup Bryce Mitchell, des bons low kicks d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, vers la fin du premier round, il a commencé à enclencher sa lutte. Et pendant le combat, enfin vraiment pendant la durée du combat, il aura fait du beau MMA total Bryce Mitchell en mixant magnifiquement, comme il sait si bien le faire, les attaques en anglaise pour plonger dans les jambes et puis essayer de progresser une fois qu'il est au sol et tout. C'est juste que Jean Silva, maintenant on le sait, il a fallu qu'il se règle pour comprendre un petit peu le timing de Bryce Mitchell et puis visiblement le crever un peu parce que Bryce Mitchell avait l'air un peu entamé physiquement au début du deuxième round. Mais une fois qu'il s'était réglé Jean Silva, la défense de takedown, ça devenait impeccable, puissant et technique. Et surtout, c'est pas juste qu'il arrête tes takedowns, c'est qu'il te fait payer. Il y a eu une guillotine qui était bien verrouillée et bien prononcée là, bien pénétrante pendant le premier round, où on a eu un petit peu peur quand même pendant un moment, mais il a réussi à sortir sa tête, Bryce Mitchell. Et lors du deuxième round, la soumission, la ninja choke avec laquelle il termine et avec laquelle il endort, les yeux ouverts en mode Gandalf là, qui dort les yeux ouverts, mais avec laquelle il endort Bryce Mitchell, c'est sur un contre aussi de Bryce Mitchell, il l'avait mis contre la cage, probablement qu'il travaillait vers une soumission, et puis c'est simplement que opportuniste, mais vraiment incroyablement efficace quand il saisit ses opportunités, Jean Silva, et il a terminé directement comme ça Bryce Mitchell. Et c'est là où c'est flippant, c'est qu'en fait maintenant on a vraiment le full package, mais dans le sens, ça y est, on a un gars où on se demande, mais où est sa limite et où est-ce qu'on peut le battre? Visiblement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux venir le chercher, en fait. Parce que maintenant, on a la certitude que, bon, il peut soumettre des mecs comme Bryce Mitchell, il faut quand même se lever de bonne heure, et debout, c'est toujours pareil. Même s'il est ouvert au kick, et même si tu as l'impression qu'il a sa garde basse, il prend des low kicks, etc., ouais, enfin, c'est quand même lui qui te chasse et c'est quand même lui où tu as l'impression que c'est un compte à rebours avant qu'il t'envoie un missile dans la tronche, en fait. Donc, ça devient très, très, très compliqué d'approcher Jean Silva maintenant. Deuxième homme après Ilia Topuria à soumettre Monsieur Bryce Mitchell. La suite pour Jean Silva, là, est-ce qu'on n'est pas tenté de le mettre peut-être trop? Là, le problème, c'est qu'il a montré qu'il était prêt et que c'est pas juste il a battu Bryce Mitchell, hein. Il en a fait son gosse, quoi. Enfin, c'est quelque chose quand même de réussir à faire ça à Bryce Mitchell. Donc maintenant, on aurait tendance quand même à se dire bon là faut y aller, faut envoyer les chevaux. Donc il était même pas encore dans le top 15. Ah putain. Il était même pas encore dans le top 15, Jean Silva. Bon, alors là, il va arriver dans le top 15 en mode en explosant les portes du saloon avec le talon, ça c'est clair. Bryce Mitchell était 13e. En vrai, ça dépend à quelle vitesse tu veux amener Jean Silva vers le titre, mais le problème, c'est que là, faudrait pas le mettre contre un Movzar ou contre un Liron Murphy parce qu'il y aurait moyen qu'il te bute un prospect. Et pas en qu'il plus le termine, c'est mais... ça, et en plus d'une manière combat de merde qui fait chier tout le monde. C'est ça. Donc le mauvais calcul pour l'UFC, c'est probablement parce que peut-être que il y a un monde où Jean Silva termine Movzar, où il termine Liron Murphy. Enfin, il y a aussi un monde très probable, ouais, le sauveur. Mais enfin, il y a aussi un monde très probable où il perd une décision ultra, pas chiante, mais quoi que si, parce que probablement qu'il le mettrait au sol et qu'il l'y maintiendrait, ou alors que Liron Murphy resterait à distance pour du point fighting.
Donc il y a moyen que ce soit un peu une défaite un peu relou. Donc sinon, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux propulser en mode Alexander Silva, Alex Pereira, pardon, Jean Silva, tu peux lui mettre un mec comme Giga Chikadze qui est 11e. Tu peux lui mettre un mec comme Arnold Allen, ça ferait un bon test. Tu peux lui mettre un mec comme Brian Ortega qui est 6e. Arnold Allen et Brian Ortega, ils sont 7e et 6e. Chikadze 11e, c'est 3 mecs où ça ferait des combats intéressants. Ça ferait des combats où Jean Silva aurait la possibilité de s'exprimer et où potentiellement tu peux te dire que s'il gagne, si c'est Chikadze, il faudra encore un combat. Si c'est Ortega ou Allen, tu peux ensuite le mettre directement pour le titre. Ça peut aller vite, hein. Bah voilà, Rusty Matchmaker. On avance, les gars, avec Yair Rodriguez contre Patricio Pitbull Frère. Donc Patricio Pitbull Frère, plus grand peut-être combattant de l'histoire du Bellator, qui arrivait après un run impressionnant dans l'organisation. Il voulait quitter le PFL, veut exaucer dans le bain direct face à Yair Rodriguez. Et malheureusement, hein, il y a eu une vraie différence de niveau entre les deux. Ouais, il a été un peu court. Après, ça peut être stylistiquement aussi, parce que malheureusement, c'était la problématique, hein. C'était que Yair Rodriguez, c'est un mec qui va rester à distance et kicker. Et si tu n'arrives pas à avancer sur lui de manière efficace, ça va être une longue nuit. Et en plus de ça, alors c'était probablement lié à la différence stylistique, mais il y avait peut-être aussi le fait que, enfin, le premier round, il a vraiment rien fait, Pitbull, rien ou presque, pas avancé, pas mis de coup. Il était inexistant ou presque. Ça peut être les fameux, ce que les Anglais appellent les octagon jitters, donc je sais pas, l'anxiété liée à ta première fois dans l'octogone, un truc comme ça. Bon, ça fait beaucoup plus long, hein. Mais en tout cas, il s'est pas exprimé vraiment, et à partir du moment où ça s'est un peu plus lâché, il n'a pas réussi à trouver de solution, ou en tout cas la solution pour vraiment faire déjouer Yair Rodriguez, qui lui a pu s'exprimer et puis a pu faire ce qu'il a fait. Voilà, il a quand même. C'était un bon petit combat. Yair Rodriguez a pu quand même placer quelques techniques qui étaient impactantes, et puis montrer son MMA complet aussi contre Pitbull, parce que le combat est allé au sol aussi. Et puis le ground and pound de Yair Rodriguez. Bon, on a souvent dit que Yair Rodriguez, le point faible, c'est la lutte, et puis quand c'est au sol, c'est quand même plus compliqué. Alors ouais, c'est vrai contre les Volkanovski, c'est vrai contre les Frankie Edgar, etc. N'empêche que quand c'est lui qui met au sol et qui est en position dominante, il fait pas rigoler quand même, hein. Et le ground and pound de Yair, faut l'encaisser quand même. Je suis d'accord, mais ça fait pas nos affaires, ça fait pas nos affaires du tout. Ouais, après, est-ce que si Pitbull avait gagné, ça aurait fait tes affaires aussi? J'étais hypé de fou. Quand même, le Pitbull contre Volkanovski, c'est pas le combat qu'on attendait depuis des années, quand il y en a un qui était patron du Bellator, l'autre qui était pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Remets-toi bien dans ton siège, ça ressemble à une coquille d'œuf. J'avoue, les gars. Bon, non, on s'en foutait, mais c'est un peu dommage, parce que là, ça fait un peu ce truc classique, et on verra ce qui se passe pour la signature d'Aaron Pico, mais sans victoire, t'as quand même ce côté, bon, le gars rentre dans le rang direct, et vraiment, la Pitbull, ouais, on va s'en battre les couilles, mais assez hardcore. Ah ouais. Ah bah c'est dur, parce qu'en plus, il parle pas anglais du tout, il est pas spécialement... Enfin, c'est sûrement une personne qui a une histoire intéressante, tu vois, mais enfin, quand il parle, ça ne l'est pas trop, dans le sens où, en gros, c'est un peu les banalités de combattants, quoi, en mode, je vais montrer ce que je sais faire, personne s'entraîne aussi dur que moi, enfin, tu vois, donc en fait, au niveau promotionnel, c'est pas là où il fait la différence, tu vois. Par exemple, un Chandler, au moins, même si c'est du réchauffé, il se donne, tu vois. Pitbull, c'est pas là où il fait la différence. Dans la cage, il n'a pas impressionné pour son premier combat. Enfin, à la fin du premier round, je pense que les matchmakers de l'UFC, les mecs qu'il avait signés, devaient être en mode ouais, enfin quand même, donc c'est tout ça pour ça, enfin entre guillemets, tu vois. Donc je pense pas qu'il ait impressionné, que ce soit les fans ou les matchmakers. Et comme il n'est pas très bankable, effectivement, j'aurais un peu peur. Après, il est quand même à une victoire spectaculaire où il met un KO de zinzin, de revenir dans le cœur des matchmakers et tout ça, hein. Mais pour l'instant, là, tout de suite, en l'état, bon, va falloir qu'il attende s'il veut choper son title shot, effectivement. Ouais, là, plutôt, on est... Non, j'avais fait une vanne de merde. Oula. On avance avec le co-main event. On avance avec le co-main event. On l'avait dit avant le combat, Michael Chandler avait les armes, mais il faut que Michael Chandler ait un cerveau, contrairement à Paddy Pimblett, qui de son côté l'a dit juste après sa victoire magnifique. Personne n'avait fait ça à Michael Chandler à l'UFC. Game plan, fight IQ,
et ben il a prouvé qu'il en avait Paddy Pimblett, et encore une fois, il a réussi à appliquer la stratégie avec brio, et là maintenant on a un Paddy Pimblett, enfin c'est une dinguerie, Paddy Pimblett qui est aux portes du title shot lightweight à l'UFC, et vraiment sans trembler contre Michael Chandler. Il l'a même outstriké, vraiment, je sais pas si... Mais parce que effectivement, comme tu l'as dit, game plan aux petits oignons, il a fait tout ce qu'il devait faire magnifiquement. Et en plus, ce qui était vraiment stylé, en plus, c'est que avant le combat, il s'est pas caché. Il a dit, Charles Oliveira a montré comment battre facilement Michael Chandler. Fallait quand même suivre et y arriver après avoir dit un truc comme ça. Et il l'a fait. Diversité de kicks et un jeu en coup de pied et en kick c'est la même chose, pardon, en kick parfaitement adapté, et chaque fois que Michael Chandler essayait d'avancer un petit peu, poum, il y avait un kick d'interception. Chaque fois qu'il était à distance, pim, il y avait des gros low kicks qui font que, bon, déjà, ça emprunte quand même pas mal la jambe, ça fait douter, et puis pareil, ça casse non seulement les appuis, mais ça te fait réfléchir avant d'avancer quand même. Tu te dis, putain, dès que je serai à distance un petit peu lointaine, ça veut dire que je vais prendre des kicks, donc ça veut dire qu'il faut que j'accélère un peu sur casser la distance, mais enfin, du coup, j'y arrive pas parce qu'il m'intercepte. Et en plus, vraiment, mais c'est ce qu'on espérait, et il l'a fait, mais tellement magnifiquement. Il y avait de tout. Il y avait les front kicks, il y avait des low kicks, il y avait des middle, il y avait des high kicks. Il y a même eu donc des genoux, avec un genou monstrueux qui a, c'est ça qui a commencé à faire pisser le sang salement de Michael Chandler. Il a tout fait, donc en termes de rester à sa distance et mettre en place ses kicks. Même en anglaise, il n'avait pas peur. Alors, il restait quand même majoritairement à sa distance, mais il n'avait pas peur d'engager. Il n'avait pas peur, et ça se sentait. Il avait confiance et il n'avait pas peur de ce que Michael Chandler allait pouvoir lui envoyer. Et au sol, parce qu'il a donc fait du MMA total aussi. Alors, Michael Chandler a utilisé sa lutte de son côté aussi, mais il n'a pas réussi à faire grand-chose contre Paddy Pimblett. Tandis que Paddy Pimblett, quand il a eu ses occasions, et plus le combat avançait, plus il a pris confiance lui aussi en sa lutte. Il a même réussi à la fin du combat à commencer à mettre des gros slams, et ensuite à mettre du gros ground and pound bien sale à Chandler, à progresser à chaque fois ses positions. Et là, la manière dont il l'a brutalisé en utilisant toutes les armes qu'il était censé utiliser, il a pris relativement peu de risques, mais parce que ses armes offensives faisaient qu'il n'arrivait pas à s'exprimer, Chandler. Et puis aussi que effectivement, voilà, on va en parler, mais on entendait quand même les cornerman de Chandler entre les rounds dire mais il faut que tu fasses ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Enfin, c'est vraiment une dinguerie après ce qu'on sait de Chandler. Mais en tout cas pour Paddy Pimblett, franchement impressionnant. Encore une fois, il fait mentir tout le monde. Et nous les premiers, et respect, bravo. Mais par contre, Chandler, je sais pas. Non, tout est avec Chandler, c'est insupportable, parce que même le moment où tu vois il glisse parce que Paddy Pimblett commence à être en sueur, et que tu vois que c'est ce qui précipite aussi sa chute à Michael Chandler. À quel moment, avec cette expérience, t'as 38 piges, t'as autant de combats professionnels, combien d'entraînement tu as dans les jambes, tu n'as pas cette lucidité pour te dire bon, peut-être que là je suis trop aussi. Enfin, c'est tellement frustrant d'avoir un mec comme ça. Henry Hooft, il doit péter un câble à chaque combat, lui dire écoute, ça fait 40 fois qu'on fait ça, s'il te plaît, faisons ce qu'on a fait à l'entraînement et ça va bien se passer. Ouais, t'inquiète pas. Et c'est parti, le mec fait n'importe quoi. C'est très dur pour ça, mais du côté de Paddy Pimblett, franchement, vraiment, faut lui tirer notre chapeau, parce que incroyable ce qu'il a fait. Et puis là aussi où c'est bien, c'est que, bon ok, Chandler aujourd'hui, il est à 2 victoires, 5 défaites à l'UFC, mais chaque fois qu'il avait perdu, il a vu des gros moments aussi, tu vois, que ce soit contre Poirier, contre Gaethje, il y a des moments où il arrive, même Charles Oliveira lors de son combat pour le titre, il arrivait à toucher les gars assez durement, et même le dernier combat contre Charles Oliveira. Sauf que là, vraiment, Pimblett a réussi à complètement l'annihiler. Et tu sais, on peut vraiment mettre une petite pièce sur Paddy Pimblett en mode, à la différence des autres, t'as réussi à faire ça. Et puis j'ai bien aimé aussi les call-outs de Pimblett, tu vois. Justin, Dustin, Charles, Arman, toi franchement, reste tout est, on s'en bat les couilles. Tranquille. Et avec un petit quand même point particulier pour Charles Oliveira. Honnêtement, un Charles Oliveira Pimblett, je suis très chaud, hein. Parce que Dustin et Justin, moi ce qui m'embêterait un peu, c'est voilà, à partir du moment où ça irait au sol, on sait tous comment ça va se terminer, et j'ai pas envie pour eux, tu vois, qu'ils se fassent terminer salement par Pimblett, alors que Charles, au moins, t'as vraiment du suspense de chaque côté du combat. Ouais, puis même, tu vois, genre, ça me ferait un peu chier, surtout Dustin pour son dernier combat, qui prenne, même si c'est maintenant une superstar, hein, pas dit, mais qui prenne le petit jeune qui monte, quoi. Enfin, il lui faut une légende.
Et d'ailleurs, juste pour préciser, pour les gens qui se demandent ce que disait Andy Hooft à Michael Chandler, c'était majoritairement, il faut que tu fasses des mouvements latéraux. Et ce qui se tient dans le sens, effectivement, pour éviter les attaques en ligne de Paddy Pimblett, et puis pour réussir un peu à, j'imagine à la Tyson, mais tu vois, à dépasser un petit peu en faisant des mouvements latéraux, donc plus difficiles à verrouiller, Paddy Pimblett pour arriver au corps à corps et lui balancer des bombes. J'imagine que c'était ça, mais voilà, il a eu plusieurs trucs qui disaient de faut faire à l'entraînement, mais je crois que majoritairement c'était les déplacements latéraux. Et oui, et donc pour Paddy Pimblett, parfait les call-outs. Et puis en plus, ce qui est stylé, c'est ça fait du bien. Enfin, il est fort au micro, ça fait du bien quand même, tu vois. C'est le fait de dire, c'était quoi déjà? Charles Oliveira, bon déjà il y a le fameux, apparemment tout le monde dit que donc t'es une légende, mais tout le monde dit que c'est toi qui as la meilleure soumission de l'UFC. En gros, moi je suis là aussi et comment dire, je suis là pour te prouver l'inverse. Je sais plus comment il l'a dit, mais c'était plus stylé que là comme je bégaye. Et puis il a eu d'autres trucs aussi. C'était quoi des trucs tout bêtes, tu vois, mais où tu sais que l'UFC va les utiliser en mode soundbites. Mais En c'était mode, pour. et maintenant il y a quoi? Exactement, il avait un message pour tous ceux qui doutent de Paddy Pimblett, parce que c'est vrai que c'est le truc qui se passe depuis littéralement le début de sa carrière à l'UFC, et c'était vraiment ça. Alors maintenant les gars, vous allez dire quoi? Et c'est vrai que là, ça commence à devenir compliqué de douter de Paddy Pimblett, et en vrai, en fonction de qui ils vont lui mettre, enfin, c'est... Non, c'est intéressant, et surtout qu'en plus, là, l'avantage qu'il a, Paddy Pimblett, on va voir, parce que là, vraiment, les gars, là, il arrive au top du top de la catégorie, mais par rapport aux champions qui sont si dominants au sol, ça ferait au moins un gars où tu te dis, en fonction de ce qui se passe, hein, mais il peut les regarder en face, tu vois. Même un Harman, ce serait pas spectaculaire forcément comme combat, mais ce serait intéressant. Ouais, c'est ça. Bah, il y a juste Islam où tu as l'impression qu'il est trop loin. Islam, là, tu vois, la première sensation qui me vient, c'est non, il est encore trop jeune, il est encore trop petit. Il y a cette sensation qu'il est beaucoup trop loin, mais effectivement, pour les autres gars, on commence maintenant à se dire effectivement que Paddy peut les accrocher. Et ouais, des combats comme Oliveira, honnêtement, Oliveira, ce serait un combat magnifique. Mais parce que visiblement, maintenant, Paddy Pimblett, d'ailleurs, on l'a pas spécifié, mais tu sais, il y a le fait que là, depuis qu'il a son enfant, c'est ce qu'il a dit dans les interviews. En gros, il prend son métier de combattant beaucoup plus au sérieux entre les combats. Il fait plus de trucs où il va peser 400 kilos entre chaque combat et se goinfrer de burgers et de glace. Il est beaucoup plus professionnel. Et en gros, il explique, j'ai vu une différence, ce qui est une évidence, tu vois, mais ça fait du bien pour quelqu'un qui est aussi talentueux, visiblement, et ça, on le savait qu'il était talentueux, mais qui prennent les choses autant au sérieux, avec rigueur et discipline maintenant, et que ça se voit autant. Ça fait plaisir et c'est vraiment de bon augure parce qu'il n'a pas encore eu de coup d'arrêt. Il a eu des trucs contre Jared Gordon où c'était chaud et machin. Donc, il a eu ses alertes. Mais malgré le fait qu'il avait ce mode de vie un peu. Ouais, où il se foutait un petit peu du monde, dans le sens que c'est pas être un athlète professionnel que de faire ce qu'il faisait. Bah, il a quand même pas eu de défaite ou quoi que ce soit. Donc là, vraiment, il arrive, malgré cette trajectoire de carrière, à un moment où tout s'aligne et en gardant il n'est pas invaincu, mais en tout cas à l'UFC il l'est quoi. Et puis surtout, il arrive à inverser la tendance et toutes les histoires qu'il pouvait y avoir autour de lui, comme tu l'as dit, le yo-yo qu'il faisait en termes de poids, on avait ce côté quand même un peu gars qui était branleur en dehors des Fight Week, le côté Jared Gordon où on te donne cette décision-là, puis ensuite on t'offre sur un plateau le quasi-cadavre de Tony Ferguson et tu n'arrives même pas à le finir, où tu vois les gens étaient quand même assez... ils avaient le seum tout simplement contre lui, ouais. Et là en vrai, d'avoir Bobby Green puis Michael Chandler, de les terminer tous les deux de cette manière où les gars n'arrivent tout simplement pas à s'exprimer, je pense que vraiment, tu vois, il gagne un peu plus le cœur des fans, et là ça y est, maintenant les choses très sérieuses arrivent pour Paddy Pimblett, qui probablement va être top 10 à partir de la semaine prochaine. Bon, par contre, on verra ce qui se passe. En tout cas, McGregor a dit qu'il allait suivre ce combat avec attention, donc on ne sait pas, même si je sais. Fallait le dire. Et concernant Michael Chandler, qui est passé donc du money fight contre Conor McGregor à 2 défaites consécutives entre-temps, 0 victoire depuis Tony Ferguson en 2022, 38 ans, que fait-on? BSD si BSD gagne? Je me disais. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée. BSD si BSD gagne. Après, à voir si ça intéressera BSD, parce qu'il est quoi, 12e ou 13e, Benoît? Chandler, là, il a été 7e, donc pas de victoire depuis 2022. Peut-être qu'il va plonger dans le classement aussi. Donc en fonction de la position de Chandler, je ne sais pas, mais ça pourrait être un
bon combat intéressant. Non, franchement, en vrai, bonne idée, je trouve, moi. Parce que Benoît, faut qu'il se refasse la cerise. S'il gagne contre Alvarez, c'est toujours bien de prendre des noms. Donc, non, franchement, justement, effectivement, là, il va perdre quelques places au classement. Benoît Saint-Denis, si ça se passe bien et qu'il gagne, il est pas, ok, il est pas classé Alvarez, mais en tout cas, il va peut-être rester effectivement à peu près aux mêmes places. Donc, non, franchement, ça aurait du sens. Ça, très bon. Et puis, ça ferait un combat ultra spectaculaire, hein. C'est aussi pour ça que tu en parles. Bah oui. Et Évidemment. ça ferait un combat où l'UFC sait que ce ferait un banger maximal, donc très bien. Let's go pour ce banger maximal. Bah, je pense qu'on a terminé, Rust. Ouais. On a insisté sur le fait que c'était brutal quand même la manière dont il s'est fait démolir Chandler. Non, oui, mais oui d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que à un moment dans le combat, je me suis dit, putain, c'est pas mal parce que pour une fois, Chandler va pas finir avec la gueule déglinguée comme d'habitude. Ouais. Ouais, parce que là, purée, à partir du coup de genou, c'était d'une violence. Et ça, enfin, c'était pour Paddy Pimblett, c'était plaisant de se dire, enfin, jusqu'à présent, il y avait un peu non, mais bon, ouais, parce que jusqu'à présent, il y avait un peu ce côté avec Paddy Pimblett, il met des soumissions, mais il fait pas très mal debout, donc voilà, faut que ça aille au sol. Si c'est debout, c'est chaud. Bon, alors là, c'était du ground and pound, c'était au sol, mais d'avoir maintenant de pouvoir associer Paddy Pimblett à démolir des visages, c'est pas mal pour lui, tu vois, pour Paddy Pimblett. Et là, c'était brutal quand même. Donc, de pouvoir rajouter à Paddy Pimblett dans l'inconscient collectif capacité à te ruiner la face à coups de coude et à coups de poing, c'est bon pour lui aussi. Et voilà, ça c'est très bonne chose pour Paddy, ouais. Non, ça coche vraiment toutes les cases. Vraiment, ça coche toutes les cases. Et j'en profite aussi, Rust. Maintenant qu'on a terminé là-dessus, Dana White a annoncé qu'il y aurait bel et bien un UFC à Paris en 2025. Voilà, donc on arrête toutes ces rumeurs de il n'y a plus de place dans le calendrier. En plus, Dana a dit je viendrai cette année pour la première fois. Oh, il y a un tournoi de blackjack à Paris. Oui, on fait du mauvais esprit, oui. Oh le vilain, putain. En plus, ce qui est bien, c'est que si Dana White vient, ça veut dire peut-être qu'il prévoit de faire un vrai beau combat avec quelqu'un de classé en main event. On rappelle qu'il était là pour Leon Edwards contre Sean Brady. Bon. Voilà. Il était là aussi pour Cerudo contre Song Yadong il y a pas très longtemps, donc. Super, merci. non, mais voilà, que les gens s'enflamment pas, tu vois. Genre Thomas Spinal, Cyril Gane, oh la dinguerie. Non, pour l'instant, on est vraiment sur ces petits trucs-là. Donc voilà. Et puis, on en profite aussi pour dire victoire de Nora Cornell, qui a absolument. C'était premier combat de la soirée, victoire par soumission pour Nora Cornell. Donc voilà, il n'y a pas de chose particulière. Fallait qu'elle s'impose après la déconvenue lors de son dernier combat. Donc là, c'est reparti pour Nora Cornell. Puis voilà, je sais pas s'il y aura un combat entre temps, mais c'est vrai que donc a priori septembre pour l'UFC Paris, si elle est les mêmes dates que d'habitude. Voilà. Ouais. Et voilà, donc ça voudra peut-être effectivement que donc Nora Cornell va gagner quelques places au classement. Et la call-out à Lynn Perez. Très bien, parfait. Après, faudra voir ce que l'UFC considère, parce que comme Jacqueline Cavalcanti qui a battu Nora Cornell est 12e et que Nora est 13e, je vois mal l'UFC la faire passer devant Jacqueline quand même. Donc peut-être que, et puis d'autant plus que son adversaire n'était pas classé dans le top 15, Hailey Cowan, donc probablement qu'elle va rester 13e, mais en tout cas, une victoire par finition, ça fait toujours les affaires, et ça tape toujours dans les yeux des matchmakers, donc franchement, de toute façon, comme tout peut aller très vite dans la division des bantamweight, franchement, Lynn Perez aurait du sens. Let's go. Ouais, c'est bien les bantam, hein. Il y a marqué poids coq, ça doit être... Ouais, mais c'est ça, c'est bantam aussi, autant pour moi. Parce que, attends, fly... Non, c'est strawweight, flyweight, bantamweight. C'est ça, pardon. Donc, elle est en quoi, du coup? Oui, elle est en bantam, oui. Bantam. Oui, bantam. Oh là là. Elle est en bantam. Oh, regardez ça. Regardez-moi. Bantam et Robin. Regardez-moi ces amateurs. Bref, les gars, c'est terminé pour nous. C'était l'UFC 314, mais en même temps, on est un petit peu fatigué. Ça faisait plaisir. Grosse carte qui a délivré pour Miami. En plus, gros score en billetterie. Ils ont tapé les 11 millions d'UFC. C'était
plus encore que Pereira contre Ankalaev. Enfin, c'est une dinguerie, hein, parce que on n'a jamais eu un moment aussi un peu triste en termes de hype and co. Même vous avez vu la Fight Week, voilà. Mais il tape les records, donc je sais pas si c'est ce côté, tu sais que l'UFC vient qu'une seule fois dans la région, donc les gens ils se disent, bon, on va encore plus payer qu'avant. Je veux dire, ça a fait plus de 3 millions de dollars de plus que la revanche Adesanya-Pereira. Non, c'est impressionnant. Après, temporisons quand même dans le sens où ça, c'est sûr que c'est leur stratégie qui porte leurs fruits de maximiser quand ils vont dans des villes particulières et parce que tout le monde se l'arrache. Maintenant, il y a effectivement une différence entre les scores en billetterie et les scores locaux qui sont toujours plus impressionnants effectivement parce que la brand UFC est énorme et qu'ils jouent là-dessus en allant dans des endroits particuliers et le fait que globalement et en termes d'intérêt mondial et de spectateurs, l'intérêt baisse quand même globalement, malgré tout. Nous sommes d'accord. Puis on est d'accord aussi pour dire que MyProtein avec leur moins 30%, ils régalent. Comme Jaja, moins 30% minimum, les gars. Avec le code la sueur, ça ne bouge pas. Puis holy moly. Oh, holy moly. Sur la boisson énergisante, thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake, dosette individuelle. Gros paquet. Code la sueur 5 pour votre première commande. Moins 5 €. Code la sueur 10, moins 10%. Bye, bon dimanche.